C'est l'heure de l'invité, bien évidemment, de notre grand journal. Il s'agit bien évidemment donc de la situation concernant les violences au niveau de la République démocratique du Congo entre ce pays et le Rwanda. Et pour en parler, nous sommes avec Mohamed Eshkoundi, spécialiste également de la gouvernance en Afrique. Bonjour et merci de répondre à notre invitation. Bonjour et merci pour votre invitation. Alors, quel contexte a conduit à ce regain de tension entre Kinshasa et Kigali, selon vous? Moi, je crois que ce regain de tension, d'abord, faut le comprendre d'abord via l'histoire, parce que c'est un conflit qui date de très longue durée, qui remonte aux années 1994. C'est-à-dire, il y a des problèmes liés d'abord à l'histoire, un génocide qui avait été commis au Rwanda. Ensuite, par rapport à la situation politique dans des pays tels que l'Ouganda, le Burundi, et des groupes rebelles, on va dire, qui se sont réfugiés dans le nord, dans le nord Kivu en quelque sorte. Donc, et depuis, il y a plusieurs, c'est-à-dire une centaine de groupes armés qui opèrent au niveau de Nord Kivu, donc qui produisent une situation d'instabilité. Donc maintenant, pour répondre directement à votre question, il y a eu certaines tensions entre le Rwanda et la RDC parce que la RDC, la République démocratique, reproche au Rwanda de soutenir le M23. À son tour, il y a des réclamations au niveau de la RDC parce qu'il se conçoit comme un groupe appartenant à la RDC et qu'il s'estime lésé par rapport à sa participation à l'armée en quelque sorte. Surtout que le FDLR, c'est-à-dire les réfugiés dans le Nord Kivu, il a été à un moment donné intégré dans l'armée officielle de la RDC. Donc, pour répondre directement à la question, c'est l'avancée, c'est-à-dire l'offensive de M23, à partir du moment où il a pris le contrôle de certaines villes qui sont considérées dans le Nord Kivu comme étant stratégiques, à savoir le Massissé, à savoir Seko, Saké plutôt, et donc il menace aussi de prendre le contrôle de la capitale de Nord Kivu, à savoir Goma. Et donc, c'est ce qui peut, d'une manière générale, c'est ce qui peut, grosso modo, expliquer un peu ce regain de tension, et ce regain de tension d'abord sur le terrain, et aussi ce regain de tension entre le Rwanda et la RDC. Je viens de dire que la RDC reproche au Rwanda de soutenir le M23, ce que le Rwanda nie en bloc. En même temps, il y a un processus de pacification, bien évidemment, parce que c'est comme je le dis, c'est un conflit de longue durée, il y a un processus de pacification, il y a des médiations. Il y a deux processus de médiation, on peut y revenir tout à l'heure. Il y a le processus de Nairobi, il y a le processus de Luanda. Le processus de Nairobi, il privilégiait le dialogue entre les groupes armés, dont l'objectif étant de permettre peut-être de connaître les revendications de ces groupes armés. Le deuxième, celui de Luanda, porté par le président angolais, son objectif étant d'amorcer un dialogue direct et négociation entre la République démocratique et le Rwanda. Et c'est un processus, on ne peut pas qu'il a échoué, mais pour l'instant, il est affronté. Et par rapport à ça, plusieurs membres de la force de l'ONU ont été tués. La RDC a rappelé ses diplomates avec effet immédiat. Quel scénario donc se dessine entre les deux pays? Donc, bien évidemment, il faut dire, comme je viens de dire, c'est un terrain, le Nord Kivu est un terrain conflictuel. Donc, il y a des groupes armés qui sévissent, ça fait longtemps. Les pays, d'abord, je pense qu'ils privilégient les négociations parce que malgré le fait que la RDC ait retiré sa représentation diplomatique, ça ne veut pas dire qu'il annonce la guerre au Rwanda ou quelque chose de ce genre, mais ça veut dire quand même que la RDC pousse le Rwanda à négocier parce que nous savons, comme je viens de le dire, par rapport au processus de Luanda, elles étaient sur le point d'aboutir, c'est-à-dire ça allait, on était, les deux pays étaient sur le point de signer un accord historique pour trouver une issue à ce conflit qui est historique à son point. Mais à la dernière minute, il y a eu des obstacles par rapport à la signature. Donc peut-être pour la RDC, l'objectif étant de pousser davantage le Rwanda à négocier, étant de pousser le Rwanda à revenir à la table de négociation pour qu'il y ait la signature
d'un accord de paix qui pourrait être historique. Donc, le seul scénario, à notre humble avis, c'est que, comme je viens de dire, par rapport à la RDC, c'est de faire en sorte que le Rwanda puisse accepter de négocier. Le Rwanda, à son tour, par rapport ce scénario dont je suis en train de parler, le Rwanda exige aussi que le M23 soit associé aux négociations. Le Rwanda souhaite peut-être des négociations directes parce que pour le Rwanda, c'est le M23 concerné par ce processus conflictuel et donc il faut absolument que le M23 soit associé. Ce que la RDC refuse catégoriquement. Et quel impact également ces violences peuvent-elles avoir sur la sous-région? Nous savons que il y a comme je viens de vous le dire, il y a beaucoup de pays de la région, l'Ouganda, le Burundi, c'est-à-dire c'est-à-dire il y a des mouvements rebelles qui avaient décidé de prendre refuge dans le Nord Kivu. Donc nous savons aussi qu'il y a des tensions entre le Burundi parfois et le Rwanda, tout simplement parce que le Burundi, à un moment donné, contribuait aussi à la pacification de Nord Kivu. Donc il y avait des affrontements peut-être avec le M23. Il en est de même Rwanda, et donc au niveau de la région, donc, tensions, ils ne sont pas de bon augure pour la stabilité de la région. Nous savons qu'à un moment donné, c'était les forces de maintien de la paix de l'Afrique de l'Est qui intervenaient dans le Nord Kivu, et par la suite, leur présence a été contestée. On leur reprochait, la RDC leur reprochait d'être M23, et donc ils ont été remplacés par les forces de maintien de la paix de la SADC. Nous venons de voir hier le décès c'est-à-dire de plusieurs militaires qui font partie soit de MONUSCO, la force de maintien de la paix de l'ONU, ou bien de la force de maintien de la paix de la SADC, RDC. Et justement, et donc, à cette force, il y a de la participation des militaires de Malawi, de la Tanzanie. Donc tout ça, c'est de nature. Justement, par rapport à ça, M. Scoundi, l'UA, très rapidement, l'UA appelle, elle, donc, à la cessation immédiate des combats. L'Union africaine a-t-elle les moyens de faire entendre sa voix, très rapidement? Je pense que oui. Je pense que oui. Malgré tout ce qu'on dit, je pense que l'Union africaine a les moyens, surtout les deux processus dont je viens de vous parler, ils peuvent aboutir. Nous avons le processus de Nairobi, nous avons le processus de Luanda. Pourquoi l'Union africaine, cette fois-ci, aurait et la capacité, peut-être, aura la capacité d'influer sur ce conflit et de le résoudre éventuellement, parce que le président angolais, c'est lui qui pilote le processus de négociation entre le Rwanda et la RDC. Comme je le disais tantôt, les deux pays étaient sur le point de signer un accord historique, ça n'a pas abouti, mais ça ne veut pas dire que ça a échoué. De l'autre côté, le président, c'est le Rwanda, c'est l'Angola plutôt, qui prend la présidence tournante de l'Union africaine. Et donc, du coup, ce processus sera poursuivi, pas seulement dans un cadre régional qui est celui de la SADC ou de la communauté de l'Afrique de l'Est, mais sera poursuivi à partir de février dans un cadre continental. Donc, en la matière, peut-être il va y avoir une concordance entre, c'est-à-dire le point de vue de la communauté économique régionale, à savoir la SADC, et la communauté de l'Afrique de l'Est, et le point de vue de l'Union africaine. Donc, il va y avoir une espèce de concordance peut-être, et ça serait de nature à influer positivement sur l'issue de ce conflit. Tout à fait. Et à influer donc positivement sur l'issue de ce conflit entre la RDC et aussi le Rwanda. Mohamed Scoundi, merci encore. Je rappelle donc que vous êtes spécialiste de la gouvernance en Afrique et que vous interveniez dans dans ce journal concernant la question du Congo. Merci.